Ça, c'est pour l'aspect énergie. Ensuite, on a l'aspect vitesse. La vitesse va essentiellement être liée à ce qu'on appelle au paramètre thermodynamique et la compressibilité, c'est-à-dire la capacité qu'a la matière à changer de volume, sous l'effet d'une contrainte. C'est ça qui va faire que le son va aller plus ou moins vite. Donc, en fait, c'est relativement simple. Si vous connaissez la densité de votre matériau et si vous connaissez ce qu'on appelle sa compressibilité isentropique, vous avez la vitesse du son. En fait, la racine carrée du rapport. Pour les gaz, c'est un peu plus simple parce qu'on peut faire un lien entre la compressibilité isentropique et la compressibilité isotherme. Et auquel cas, il suffit de connaître le rapport des capacités calorifiques, c'est-à-dire capacité calorifique à pression et volume constant, la température et la masse molaire du gaz. Donc, par exemple, si vous prenez de l'eau, on connaît sa masse molaire, on connaît le rapport des capacités calorifiques, qu'on appelle l'indice adiabatique, on connaît la température, on voit que la vitesse du son, c'est 428 mètres par seconde. Ce n'est pas 333 comme vous l'avez appris pour l'air. Pourquoi ? Parce que l'air n'a pas la même densité que l'eau-vapeur. Et donc, on voit que ça dépend bien de la densité. Pour l'eau liquide, on connaît la compressibilité, ça va vous faire 1436 mètres par seconde. Donc, vous voyez que dans le liquide, la vitesse est beaucoup plus rapide que dans le gaz. Donc, ça veut dire que dans l'eau liquide, il y a une espèce de structure qui permet au son d'aller beaucoup plus vite que dans le gaz où il n'y a pas cette structure. Évidemment, quand on va à la glace, là, on a donc un module de Young qui est de 9 gigapascales. On peut trouver une vitesse de phase de 3838 mètres par seconde et une vitesse transversale de 1919 par seconde. Je vais vous expliquer pourquoi il y a deux vitesses. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est toujours supérieur au liquide. Mais c'est normal parce que dans la glace, vous avez une structure cristalline. Et le son peut passer par les ponts hydrogènes qui sont surtout le cristal. Et donc, on voit très bien ici le lien qu'il y a entre la structure matérielle et la vitesse de déplacement de l'onde sonore. Alors, on a... Ça, c'est pour des ondes unidimensionnelles. Si vous jouez avec des cailloux dans l'eau, vous allez créer... Oui ? Je vais vous expliquer ça dans un moment. Là, je ne sais pas, il y a eu une inversion de diapositive. La suivante. Voilà, c'est là. Je reviendrai sur l'autre après. Ça, c'est ce qui se passe sur la planète Terre. C'est-à-dire, la Terre est un solide et vous allez pouvoir la faire vibrer comme une corde de violon. Ça s'appelle des ondes sismiques. Quand la Terre se met à faire le violon, ça se met à vibrer, vous voyez qu'il y a de la puissance. Et maintenant, vous pouvez peut-être un petit peu comprendre pourquoi un tremblement de terre peut faire des dégâts. C'est parce que la puissance varie comme le carré de la fréquence. Donc, si vous avez une toute petite fréquence, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais si la fréquence augmente, ça peut être désastreux. Parce que c'est le carré qui influe. Alors, si vous prenez les ondes sismiques, vous voyez qu'elles sont de deux types. On a les ondes dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire les ondes de compression-raréfaction, qui sont ce qu'on appelle les ondes longitudinales, parce que la déformation se produit dans le sens de la propagation. Et ça va se faire évidemment avec une certaine vitesse. On a aussi ce mouvement, c'est-à-dire qu'on appelle les ondes S, où la matière se déplace dans cette direction, de manière transversale, alors que l'onde, elle, va à 90 degrés du mouvement de la matière. Ça, c'est ce qu'on appelle une onde transversale. Ces ondes transversales et longitudinales, vous ne pouvez les avoir que dans le solide. Dès que vous êtes dans le liquide ou dans le gaz, comme tout bouge, il n'y a plus qu'une seule vitesse. Mais dans les solides, vous êtes obligé de savoir si ça va comme ça. Si je vais comme ça. Dans un cas, je suis longitudinal, dans l'autre cas, je suis transversal. Et ça vient du fait que l'espace est à 3 dimensions. Et que l'onde se propage dans une direction. Donc, se pose le problème de le mouvement. On a aussi des ondes un petit peu plus compliquées, ce qu'on appelle les ondes L et les ondes R. Donc les ondes L, ce sont
des oscillations dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, ce sont des ondes de surface. C'est-à-dire que la Terre ne bouge pas en volume, elle bouge juste à sa surface. Elle se cisaille. Et vous avez alors les ondes qui fonctionnent comme des vortex. Ça, ce sont les ondes que vous trouvez par exemple sur l'eau liquide, où la matière effectue des mouvements rotatifs. Donc ces ondes de surface, on va les retrouver. Alors c'est là où on arrive ici. Ça s'appelle aussi les ondes capillaires. Ce sont celles que vous générez quand vous jetez un caillou dans l'eau. Et c'est ça qui est amusant, c'est quand vous ouvrez un livre de physique et qu'on va vous expliquer des ondes, on va tout de suite vous parler du caillou dans l'eau, sachant que c'est le cas le plus compliqué. Il est beaucoup plus simple, comme je l'ai fait, de parler du diapason ou du tuyau sonore ou de la corde vibrante, parce que là, au moins, on n'a pas le problème de la deuxième dimension. Parce que vous voyez, ce qui se passe dans le cas d'une onde à deux dimensions, c'est que la vitesse de phase, qui est toujours le rapport entre la pulsation et le vecteur d'onde, dépend bien sûr, comme toujours, de la densité, comme avec l'onde monodimensionnelle, mais ça dépend aussi de la pesanteur, c'est-à-dire du champ de gravitation terrestre. Parce qu'il y a de la masse et que P égale mg. Donc, c'est un comportement qui est en fait très compliqué. Donc, on a essentiellement deux types d'ondes. Les ondes de gravité, qui sont les ondes que vous expérimentez quand vous êtes dans l'eau, les bateaux, et les ondes capillaires que vous expérimentez quand vous êtes juste à la surface, c'est ce que voit le bouchon qui flotte. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est un peu technique. Ça, c'est comment on passe de la vitesse donc, de phase en fonction des paramètres mécaniques pour les ondes solides. Je ne vais pas insister là-dessus non plus. Là, j'ai traité les ondes dites élastiques. C'est-à-dire, ce sont des ondes qui sont rassurantes. Pourquoi ? Parce que ça bouge. Et ce qui bouge, c'est de la matière. Touche. Quand on dit qu'il y a une onde, une énergie qui se propage, ce sont les molécules qui font ça. Ou alors, le volume qui fait ça. Il y a quelque chose qui bouge. Il faut savoir que le vide où il n'y a rien a aussi des propriétés ondulatoires. Et donc, ça, ce sont des ondes qui sont déjà un petit peu plus subtiles. Ce sont ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques. Le vide est un milieu qui peut permettre la propagation d'un autre type d'onde. Et là, je parle bien d'un milieu qui est vide de matière. C'est-à-dire que j'enlève toutes les masses. Et ces ondes ont un caractère toujours magique. Je vous rappelle que lorsqu'on les a découverts, c'était Faraday qui les a découverts, non, Hertz qui les a découverts à la fin du 19e siècle. Ce sont des ondes qui sont magiques. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent agir à distance. Si vous avez déjà fait l'expérience de prendre deux aimants et de les rapprocher l'un de l'autre, vous allez tout de suite voir ce qui se passe. Soit les aimants s'attirent, soit les aimants se repoussent. Mais il n'y a rien entre les aimants. Et pourtant, on voit bien qu'ils se causent. Ils se causent par ces ondes électromagnétiques, ou ces champs. C'est important de faire la différence entre le champ et l'onde. Le champ, c'est la structure statique qui permet la vibration de l'onde, alors que l'onde, c'est la propagation de l'énergie dans ce champ. Si vous voulez comprendre ça de façon plus simple, pensez à un champ de blé. Et vous allez comprendre la différence entre le champ et l'onde. C'est que le champ de blé, c'est l'ensemble de tous les épis. L'onde, c'est quoi ? C'est le mouvement des épis que vous voyez se propager sur ce champ. Ne confondez pas le champ et l'onde qui le traverse. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr qu'il faut un champ pour supporter l'onde. Bien sûr. Et que l'onde ne peut pas exister sans un champ, mais on peut très bien avoir un champ sans onde. Un champ où il n'y a pas d'onde propagative. C'est pour ça que Wheeler nous parlait de sa deuxième phase de la vie dans laquelle on rentre maintenant dans la conférence. C'est qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que des particules, il y a aussi des champs. Et quand vous dites les champs, c'est l'avantage, c'est que vous couvrez ce qu'on appelle les champs statiques, où ça ne bouge pas, et les champs dynamiques, qui sont en fait les mouvements que l'énergie induit dans le champ, qu'on appelle les ondes. Donc c'est pour ça que le terme champ est plus général que le terme onde. Alors évidemment, comme il n'y a pas de matière, il n'y a pas de masse, il va falloir aller chercher quelque chose qui vibre. Puisqu'une onde, c'est à la base quelque chose qui vibre.
Donc c'est là où, en général, on perd 99% de l'auditoire. Pourquoi? Parce que l'onde électromagnétique, on ne peut pas faire vibrer de la masse. On va être obligé de faire vibrer un concept abstrait que vous ne pouvez pas voir. On peut le sentir, mais nos yeux, nos sens ne sont pas équipés pour voir ces concepts. Ces concepts, les voici, c'est ce qu'on appelle le champ électrique et le champ magnétique. Lorsqu'on a découvert ces phénomènes-là, je vous rappelle qu'on a découvert l'électricité d'une manière triviale. Vous savez comment on a découvert l'électricité? Qui l'a découvert? Thalès. Qu'est-ce qu'a fait Thalès? Thalès, c'est ce fameux philosophe grec qui a dit « tout est eau ». Il prétendait que l'eau était à la base de tout. Eh bien, il avait remarqué que en frottant certains objets avec des objets résineux comme de l'ambre, avec des peaux de chat, enfin des peaux d'animaux, on pouvait nous on dit électriser, mais on pouvait faire apparaître des forces qui agissaient à distance entre des petits objets matériels. Encore une fois, redevenez enfant. Vous avez tous fait ça, de découper votre feuille, au lieu d'écrire dessus, vous la découpez en petits morceaux, vous prenez votre stylo en plastique, vous le passez sur votre pull en laine et vous approchez le truc en tuyau, et qu'est-ce que vous voyez? Ça bouge. Thalès, c'est Thalès. Il y a encore plus spectaculaire. Ouais, je veux bien. Il y a encore plus spectaculaire. Et on pourra même faire la manip tout à l'heure si ça vous intéresse. Faites couler un petit robinet d'eau. Non. Faites couler un filet d'eau d'un robinet. Relativement fin, hein, prenez pas le volume à fond. Si vous avez un stylo en plastique, genre Bic, mais c'est bien, Peggy a pensé à tout, elle nous a mis des Bic. Voilà, vous les frottez sur. Alors il faut une matière plutôt en laine, hein, que du synthétique. Et ensuite, vous allez approcher votre stylo du filet d'eau. Regardez ce qui se passe. C'est magique. Vous voyez l'eau qui dévie. Alors que le stylo ne touche pas l'eau. Ça vous montre l'existence de ces forces dites électriques. Et ces forces électriques, plutôt que de les voir sous forme de force, elles ont cette caractéristique, c'est qu'elles emplissent tout l'espace. Et c'est pour ça qu'on ne va pas parler de force électrique, mais de champ électrique. C'est-à-dire que vous devez voir l'espace quand il y a des charges qui est un champ de blé avec plein de petits épis qui sont orientés dans certaines directions et qui peuvent changer de direction. Et ces épis de blé sont évidemment invisibles, ils sont immatériels, c'est ce qu'on appelle le champ électrique. Ensuite, Thalès a aussi découvert le magnétisme. Pourquoi? Parce que dans l'île de Chios, oui, on ne dit pas de Chios, de Chios, il y avait une pierre noire qu'on appelait magnès. Magnès, en grec, ça veut dire pierre noire. Et cette pierre noire, on l'a trouvée par terre. Et quand on l'a ramassée, on constatait que là aussi, ces pierres, quand on les approchait l'une de l'autre, il y en a qui se repoussaient, il y en a qui se attiraient, voilà. Et l'autre caractéristique, c'est que c'est évidemment très différent des forces électriques, parce que pour les forces électriques, il fallait frotter. Alors que ces pierres-là, il n'y a pas besoin de frotter. Le champ a l'air d'être là tout seul. On ne frotte pas, ça se repousse, ça s'attire, alors qu'on n'a rien fait. Oh, c'est comme ça. Donc très vite, on s'est dit, il y a aussi un champ magnétique, qui vient du mot grec magnès, qui réfère à cette pierre qu'on appelle la magnétite. Et pendant des centaines d'années, on a pensé qu'il y avait les champs électriques d'un côté, les champs magnétiques de l'autre, qui sont en fait des supports abstraits des forces électriques et magnétiques qu'on voit sur le tuyau, sur l'isolant qu'on frotte sur une peau de chat et qu'on voit sur des pierres comme la magnétite. Jusque dans les années fin du 19e siècle, il y a un physicien qui est Maxwell qui va découvrir quelque chose. Maxwell n'est pas content parce que quand il étudie les forces qui viennent de l'électricité et du magnétisme, il va voir qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire que le champ électrique se comporte exactement, enfin très différemment du champ magnétique. Et il va dire finalement c'est normal, parce que c'est bien ce que je vois. Mais ça c'est
c'est la puissance de l'esprit humain. Un peu de carburant. C'est la puissance de l'esprit humain. Il va dire qu'est-ce qui se passerait si j'ajoutais un terme qui rende le champ magnétique équivalent au champ électrique. C'était un pur jeu intellectuel. Il rajoute le terme en disant comme ça fait ce qu'on appelle une symétrie. C'est-à-dire que là où j'écris E, je peux écrire B, et là où j'écris B, je pourrais mettre E. Alors, c'est la même chose au niveau de la formule, c'est pas la même chose au niveau des dimensions. Mais peu importe, il dit jouons à ce petit jeu. Et qu'est-ce qu'il va voir? C'est que quand il fait ce petit jeu, eh bien, pour le E, il nous faut un paramètre pour le vide qu'on appelle la permittivité. Pour le B, il nous faut pour le vide un autre paramètre qui n'a rien à voir, qui est la perméabilité du vide. Il va voir que quand il fait le produit de ces deux choses-là, il obtient quoi? Un nombre qui est très petit. Il va prendre son inverse et la racine carrée. Parce qu'il sait que ce nombre, quand vous multipliez la permittivité par la perméabilité, c'est le carré d'une vitesse. Il va dire, c'est quoi cette vitesse? Voyons voir. Donc il prend les caractéristiques électriques et magnétiques du vide, il les multiplie, il inverse, il prend la racine carrée, et qu'est-ce qu'il trouve? 300 000 km par seconde. Bingo! Il dit, mais ça c'est connu, c'est la vitesse de propagation de la lumière. Et donc il s'aperçoit, en introduisant ce terme de façon artificielle, il s'aperçoit qu'on retrouve la vitesse de la lumière. Et là, il se dit, ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et il va dire, ben forcément, ce quatrième terme existe. Et ce quatrième terme, effectivement, après Maxwell, on l'a dit, ben, si Maxwell dit qu'il existe, cherchons-le. On a fait des expériences, et effectivement, il existe. Simplement, il avait été oublié. On ne pouvait pas le mettre en évidence dans les mesures qui étaient trop faibles. Alors Maxwell va aussi nous laisser un système d'équations différentielles qui fait le bonheur de tous les étudiants d'écoles préparatoires aux écoles d'ingénieurs. Ils passent leur temps à résoudre ça. Moi, je vous les ai réduites au strict minimum pour que vous compreniez. C'est en fait les lois de Faraday et de Maxwell. La loi de Faraday vous dit, si jamais, quelque part, un champ magnétique varie dans le temps, peu importe, automatiquement, va apparaître en un point de l'espace un champ électrique. J'ai un champ magnétique qui varie dans le temps, et cette variation dans le temps va faire apparaître quelque part un champ électrique. Ça, c'est la loi de Faraday. C'est la loi d'induction qui a permis de fabriquer, par exemple, le moteur électrique. Vous passez un conducteur dans un champ magnétique et vous allez voir effectivement une force, une différence de potentiel qui existe, et comme ça fonctionnent tous les transformateurs. La deuxième loi, c'est le fameux terme. C'est ce terme-là qui n'existait pas dans les formulations originales de Maxwell, de l'électricité et du magnétisme. Et ce terme-là nous dit quoi? C'est que si jamais il y a quelque part un champ électrique qui varie dans le temps, alors nécessairement apparaîtra un champ magnétique quelque part. Ah oui, mais attendez. Mon champ magnétique varie dans le temps, fait apparaître un champ électrique. Comme ce champ magnétique est variable, ce champ électrique est variable. Mais comme ce champ électrique varie, il fait apparaître un champ magnétique ailleurs. Mais ce champ magnétique, comme E est variable, est lui-même variable, et comme je suis ailleurs, je vais me varier ici, je vais me retrouver avec un champ électrique ailleurs. Vous commencez à comprendre ce qui se passe? Le champ électrique est comme ça, il varie, ça fait qu'un champ magnétique, champ magnétique, champ électrique, champ magnétique. Et c'est ça qui se propage. C'est cette alternance de E dans un plan, B dans l'autre, c'est-à-dire que l'énergie passe son temps dans deux composantes, une composante électrique, une composante magnétique, et ça se déplace selon une onde transversale dans une direction qui est perpendiculaire qui est l'intersection de ces deux plans de polarisation. Et ça, c'est la vitesse de propagation de l'énergie. Et c'est ça la magie, c'est qu'on trouve ici la vitesse de la lumière. Donc la lumière devient, depuis Maxwell, alors qu'avant c'était quelque chose de différent de la matière,
ça devient une propriété électromagnétique du vide. Et on le voit très bien ici, c'est qu'on passe d'un champ électrique à un champ magnétique en multipliant par la vitesse de la lumière. Alors, cette équation est aussi intéressante parce que je vous rappelle la valeur de C. 300 000 km par seconde. Ça veut dire quoi? C'est que si j'ai un effet électrique et que je suis en électromagnétisme, c'est-à-dire que je suis sur une onde et pas sur un champ statique, quel va être l'ordre de grandeur du champ magnétique associé à cet effet électrique? Eh bien, c'est E sur C. Mais E sur 300 000 sur 3 10 puissance 8, ça veut dire que le champ magnétique va être tout petit. C'est-à-dire que c'est bien sûr une équivalence topologique, on a la même quantité, mais métriquement, un champ électrique aura toujours beaucoup plus d'effet qu'un champ magnétique. Ce qui fait que comme l'énergie se répartit entre les deux, vous ne verrez quasiment pas la partie magnétique. Tout ce que vous verrez sur la matière, c'est la partie électrique. C'est pour ça qu'on prend toujours le carré du champ électrique pour caractériser l'énergie et pas le carré du champ magnétique. Parce que si vous prenez le carré du champ magnétique, vous divisez par C au carré, par 10 puissance 17, ça va faire des tout petits effets. Et là, je suis au nœud crucial, parce que si on divise par 10 puissance 17, ça veut dire que finalement, le magnétisme, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les forces électriques. Et c'est là où on va être très surpris, parce que toutes les expériences aujourd'hui montrent qu'en fait, la vie est beaucoup plus sensible au champ magnétique qu'au champ électrique. Ce qui est paradoxal, parce que dans l'onde, c'est ce qui est le plus faible. Et là, il y a quelque chose à comprendre qu'on n'a pas encore tout à fait compris. Voilà, j'ai à peu près vous ai parlé de ce deuxième type d'onde. Alors, ces ondes électromagnétiques sont immatérielles. Vous ne les voyez pas. C'est ça qui les rend magiques. C'est que vous pouvez avoir des actions à distance. Ah non, moi, j'ai rien fait. Hé, Coco, t'as bougé une charge? Parce qu'en fait, c'est la clé. Pour les produire, vous êtes là dans votre poche, vous avez une charge, vous faites osciller votre charge comme ça. Ce qui fait qu'effectivement, il n'y a aucune masse, il n'y a rien. Mais cette charge qui oscille crée un champ électrique variable, qui crée un champ magnétique variable, qui crée un champ électrique variable. Et l'air de rien, vous envoyez de l'énergie à distance. Et ça, on adore. Pour faire les tours de magie, puisque l'électromagnétisme était à la base l'apanage des magiciens. Puis maintenant qu'on fait de la science, on fait des appareils, des caméras, des iPods, des iPhones, enfin bref, on a passé à une étape supérieure. Alors je vous mets ici le spectre électromagnétique, et vous le trouvez de partout. On peut avoir des ondes de très basse fréquence, qu'on appelle les ondes radio, ou des ondes de très haute fréquence, qu'on appelle les rayons gamma, avec comme intermédiaire donc les rayons X, les ultraviolets, les ondes visibles, infrarouges, les ondes millimétriques et les micro-ondes. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des ondes électromagnétiques, et il y en a que vous connaissez très bien. Par exemple, les ondes radio, ce sont celles qu'on exploite quand vous avez mis votre radio. Les micro-ondes, non. Il ne doit pas y avoir personne ici dans un micro-ondes, j'espère. Non. C'est pas logique. Si vous êtes au 3e niveau de votre vie avec l'information, il y a longtemps que vous avez viré votre micro-ondes. C'est évident. Donc, mais enfin, il y a encore des gens qui utilisent ça. Les ondes millimétriques, c'est les radars. Les ondes infrarouges, c'est la chaleur. Quand vous vous approchez d'un radiateur, mais c'est aussi le nez, l'odorat. On ne va pas venir là-dedans, sinon on n'a pas fini. Les ondes visibles, c'est les yeux. Les ondes ultraviolets, vaut mieux s'en protéger. Les rayons X, ce sont les ondes qui sont émises quand vous ionisez la matière, donc dans des tubes cathodiques. Ceux qui sont... Oui, il y a pas mal de gens anciens là dans la salle. Vous avez tous connu le tube cathodique. Bon, ça, c'était un bon émetteur de rayons X. Et les rayons gamma, c'est ceux que vous produisez quand un atome a des hoquets. Il éjecte un rayon gamma. Il vaut mieux s'en protéger. Alors, la caractéristique des ondes électromagnétiques, c'est qu'elles sont encore plus méchantes que les ondes sonores. C'est-à-dire que les ondes sonores, je vous rappelle, la puissance variait comme le carré de la fréquence. Vous voyez qu'avec les ondes électromagnétiques, on varie comme la puissance 4. C'est-à-dire qu'on élève la fréquence à la puissance 4. Alors ça donne un très bel effet que vous connaissez tous. Vous allez dehors, vous levez les yeux et vous verrez la conséquence d'avoir une
puissance qui varie comme la puissance 4 de la fréquence. Ça fait que le ciel est bleu. Le ciel est bleu. Pour cette raison. Alors là, je vais aborder un point très, très important pour ce qui va nous concerner ensuite. Une onde élastique, une onde sonore, c'est une onde où de la matière bouge. Une onde électromagnétique, il n'y a pas de matière qui bouge. Il y a des charges qui bougent, des charges électriques. Ce n'est pas la même chose. Parce que le mouvement de matière peut se produire de façon très localisée, la matière qui porte la charge, et ça va envoyer cette onde. Donc, a priori, nous devrions n'avoir aucune relation entre les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. C'est-à-dire que chaque fois que vous voyez un phénomène, vous dites « Ah, c'est quoi? C'est sonore ou c'est électromagnétique ?» Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il existe des matériaux qui sont comme ça. C'est-à-dire que quand vous prenez un bloc de matière et que vous appuyez dessus, créez une force, vous voyez apparaître une différence de potentiel. Ou alors, si vous appliquez une différence de potentiel, vous voyez apparaître une force. Donc une pression. C'est-à-dire qu'avec ces petits objets qui ont cette propriété, je peux convertir une onde sonore, variation de pression, en onde électrique, variation de charge, où je peux produire une onde, transformer une onde électromagnétique, variation de charge, en une onde sonore. C'est le principe du haut-parleur. Le haut-parleur que vous avez là contient un matériau piézoélectrique, ce qui me permet de parler dans le micro. Je fais bouger par une onde de pression, je crée une onde électromagnétique qui se propage jusqu'au récepteur qui est là. Cette onde électromagnétique rencontre un autre matériau piézoélectrique qui fait ça et qui restitue l'onde de pression qui était devant le micro. Donc, la condition pour que ce type de propriété existe, c'est l'absence de centre de symétrie. Dès qu'un matériau n'a pas de centre de symétrie, il a cette propriété de pouvoir convertir les ondes sonores en ondes électromécaniques ou les ondes électromagnétiques en ondes sonores. Mais ça veut dire quoi ne pas avoir de centre de symétrie? Ça veut dire avoir une main droite et une main gauche. Parce que si vous aviez un centre de symétrie, vous pourriez superposer la droite et la gauche. Prenez vos deux mains, essayez de les superposer, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Parce que vous serez obligé de les mettre face à face. Mais moi, je vous demande de les superposer dans la même orientation. Symétrie. Est-ce que vous connaissez d'autres objets qui n'ont pas de centre de symétrie? Oui, non, mais des objets plus moléculaires. Finalement, mes mains, elles sont faites de quoi? De protéines. Les protéines sont faites de quoi? D'acides aminés. N'est-ce pas, Lilian? Les acides aminés, ils sont tous gauche et droit ou il n'y en a que des gauches et que des droits? Ils sont tous à gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de centre de symétrie sur un acide aminé. Donc toute votre matière est un gigantesque matériau piézoélectrique. C'est-à-dire que toute onde sonore qui vous atteint va créer des champs électromagnétiques. Et tout champ électromagnétique que je peux générer par mes mouvements d'ions dans les cellules peuvent créer des ondes sonores. C'est-à-dire que maintenant, je peux utiliser les ondes sonores comme j'utilise les ondes électromagnétiques, bien que ce soit foncièrement deux ondes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, puisque dans l'onde élastique, c'est une matière qui vibre, dans l'onde électromagnétique, c'est du vide. Mais peu importe, on a ces matériaux piézoélectriques qui nous permettent de passer indifféremment de l'une à l'autre. C'est pour ça que les gens, en général, ne s'encombrent pas de détails. Oui, il y a des ondes. Et on vous envoie un son, on vous dit, ouais, c'est un son, quoi, il y a une onde. Mais oui, c'est vrai, mais pour ça, il faut quand même un matériau piézoélectrique. Allez, on va les écouter. Pour ceux que ça intéresse, là, je vais monter le son. C'est un film que vous pouvez télécharger à cette URL.
Donc on a mis des micros, mais pas des micros sonores, des micros électromagnétiques, des capteurs électromagnétiques dans l'atmosphère terrestre pour capter les variations de champs électriques et de champs magnétiques de votre planète. Et ensuite, on a fait des transpositions d'octaves pour vous transformer ça en ondes sonores que vous pouvez écouter, parce que ça, ce sont des ondes qui sont très intenses. Et comme on a aussi des yeux, on vous a mis des représentations visuelles de tout ce qui se passe là-haut. Donc, je vous offre une symphonie sans tonalité en provenance directe du cosmos via un résonateur qu'est la Terre. Bien sûr, toutes ces ondes se font dans des champs électriques et des champs magnétiques, mais on peut les convertir en ondes sonores. Et je vous laisse apprécier le spectacle qui va me permettre de boire un peu d'eau. Voilà ce qui se passe là-haut, pendant que vous êtes assis sur votre chaise. Là-haut, ça s'agite. Alors, vous les connaissez, ces ondes. Ça s'appelle des ondes Schumann. Ce sont les ondes de la Terre. Et évidemment, ce sont des activités électromagnétiques. Et vous voyez que vous baignez en permanence dans cette soupe. Donc là, vous pouvez les voir et les entendre parce qu'on les a convertis. Mais évidemment, votre corps les ressent, non pas sous une forme sonore ou visuelle, mais dans chacune de vos cellules. Partout où vous avez un ion sodium qui traverse une membrane, il peut être affecté par ça. Parce qu'une charge qui traverse une distance, c'est un courant. Et un courant va générer une onde électromagnétique, ou une onde électromagnétique qui rencontre une charge peut la mettre en mouvement et créer un courant électrique. Donc, je vous montre ce film parce que, évidemment, c'est important de savoir que nous avons ça en permanence pour vivre. Mais n'oubliez pas que je ne vous montre que le champ naturel. Je ne vous montre pas tout ce que créent vos ordinateurs, vos portables, les radars, tout le brouillard électromagnétique va se surimposer à ce truc-là. Avec des intensités qui n'ont rien à voir avec ce que vous voyez là. Donc c'est pour ça que quand vous arrivez dans une zone où il n'y a pas de Wi-Fi, où il n'y a pas de barrette, au lieu de dire « et zut, il n'y a pas de réseau », songez que vous vous reconnectez, vous recommencez à vivre avec ça. Au lieu de vivre avec des trucs artificiels, évidemment liés au fait que l'être humain a une activité électromagnétique.